À la une de l'actualité ce mardi, l'entretien du président Ouattara avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso. Le colonel Auguste Denis Barry dit être apporteur d'un message du président de la transition du Faso, Michel Kafando, au chef de l'État ivoirien. Dans l'actualité économique, l'Ivoirien Tidiane Thiam a annoncé à la tête du Crédit Suisse. La banque a annoncé aujourd'hui que son directeur général, l'Américain Brady Dougan, quitterait ses fonctions fin juin. Après 8 ans aux commandes de la banque, ce poste devrait revenir à l'actuel patron de l'assureur britannique, Prudential. Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs au code des procédures pénales ont été adoptés hier en plénière. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe du prisonnier. Les procédures pénales seront désormais allégées. Et puis, à l'étranger, ce crash entre 2 hélicoptères hier en Argentine, le drame a coûté la vie à 10 personnes. Au nombre des victimes, des membres d'une équipe de télévision française qui participait au tournage de l'émission d'aventure Dropped. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, cet entretien du président Alassane Ouattara avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso. Le colonel Auguste Denis Barry dit être apporteur d'un message du président de la transition du Faso, Michel Kafando, au chef de l'État ivoirien, à Ouattara. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denis Barry, était porteur d'un message du président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi, selon le colonel Auguste Denis Barry, d'échanger avec le chef de l'État sur les grands projets communs à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, notamment l'autoroute Abidjan-Ouagadougou et la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori, Niamey, Parakou, Cotonou. Il y a des projets communs, notamment l'autoroute. Il y a également les chemins de fer, qui sont des projets structurants du point de vue économique, mais également structurants du point de vue de développement de nos 2 pays, et pour lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions travailler donc très rapidement à faire une évaluation, et qu'à partir de cette évaluation, nous puissions donc travailler à la concrétisation donc de ces projets chers à nos 2 États. Il a été également question de traité d'amitié et de coopération que nos 2 pays envisagent d'organiser à bonne date, et les commissions techniques devraient pouvoir se réunir très prochainement pour que cette rencontre de très haut niveau puisse se tenir et qu'un certain nombre de préoccupations, évidemment, que l'on retrouve au niveau de nos 2 États puissent être discutées à ce niveau, et que les solutions appropriées puissent leur être trouvées. Le colonel Barry a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour la victoire des éléphants à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. 48 heures après la fin de la visite d'État du président Ouattara dans le sud-ouest du pays, retour sur d'autres temps forts de l'événement. La première dame Dominique Ouattara a fait don de matériel aux populations de Bouyo. Le compte-rendu de Thomas Guessambi. Faire bon usage de toute occasion qui se présente. Cette recommandation des Saintes Écritures, Buyo en fait sienne. Le jeune département, en allant à la rencontre de la délégation du cabinet de la première dame au stade de la ville, y est allé avec 2 motivations. Montrer sa capacité de mobilisation quand le temps l'exige et présenter aux émissaires de Dominique Ouattara les difficultés du moment. Yao Patricia Sylvie, au nom de l'époux du chef de l'État, salue la mobilisation exceptionnelle avant de répondre avec des dons à l'appui aux besoins des populations de Buyo. En ce qui concerne le domaine de la santé, chers parents, vous recevez aujourd'hui une ambulance. Je pense qu'elle était très attendue, car Buyo n'avait plus d'ambulance malgré les efforts des élus. De M. le maire, m'a-t-on dit, aujourd'hui, Buyo était dans le besoin, et voici que la première dame répond à cette attente
en venant vous apporter une ambulance. Vos yeux sont témoins de ce que l'épouse du président de la République vous fait cadeau aujourd'hui. Cependant, je voudrais vous rassurer, vous dire que toutes vos doléances seront transmises fidèlement au couple présidentiel. C'est avec empressement que les heureux bénéficiaires se prêtent au micro de l'équipe de reportage pour exprimer toute leur gratitude. Nous, femmes de bio, nous lui disons merci et que nous sommes prêtes pour emprunter le train de l'émergence. Au total, ce sont plus d'une centaine de millions de francs CFA de dons en nature dont bénéficie Buyo dans l'action sociale de la première dame Dominique Ouattara. Toujours en marge de cette visite d'État, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec les membres du corps préfectoral du district du Bassa-Sandra et les a félicités pour leur mobilisation, pour le bon déroulement de ce périple présidentiel dans leurs régions respectives à Boussanogo. Rencontre conviviale entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral du district du Bassa-Sandra. Il s'est agi pour l'ensemble du corps préfectoral de traduire sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui œuvre à ce que chaque autorité préfectorale ait tous ses attributs de commandement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral du district du Bassa-Sandra pour sa mobilisation et son engagement pour le bon déroulement de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bokle, l'Annawa et San Pedro. Il a dit l'engagement du gouvernement à trouver des réponses à leurs préoccupations avant de les inviter à être des artisans de la paix. Soyez des représentants républicains de l'administration, pensez d'abord à la paix en Côte d'Ivoire. Anticipez sur toutes les questions pour que dans votre zone, il y ait la paix. Vous savez, il y a tellement de possibilités de conflits quand il y a ces questions d'élection, parce que l'ego des hommes, vous êtes là, vous devez être au-dessus des partis, vous devez tout faire pour préserver la paix. Cette rencontre entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le corps préfectoral du district du Bassa-Sandra s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud-ouest. Le chef du gouvernement a reçu hier soir à la primature le bureau de l'APBFC, l'association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. La délégation conduite par son président, Souleymane Diarra-Souba, est allée remettre au Premier ministre l'acte mesurant leurs réflexions pour l'amélioration du partenariat banque-PME-PMI. Les précisions d'Alexis Ouetraogo. Les banquiers aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir la relance économique du pays. Lundi, le premier responsable de l'association des professionnels du secteur a offert au chef du gouvernement l'acte résumant leurs réflexions pour améliorer leurs prestations dans le partenariat banque-État, banque-secteur privé. L'insuffisance des financements des PME, objet de notre préoccupation, relève autant de la responsabilité des entreprises que de celle des banquiers et des pouvoirs publics. Il en résulte donc une action concertée de tous les acteurs de l'écosystème banque, État et PME permettra de surmonter les obstacles à un financement plus hardi des PME. Ce sont les éléments de cette approche analytique que l'APB a repris dans le présent document qui constitue pour nous un référentiel auquel pourraient se reporter toutes celles ou tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Le chef du gouvernement, qui a salué cette initiative, a indiqué qu'elle devrait permettre d'encourager plusieurs secteurs, comme celui notamment de l'entrepreneuriat. Il est indéniable que le secteur privé ne pourra être compétitif et performant que s'il s'appuie sur un secteur bancaire et financier dynamique, mettant à sa disposition les meilleurs instruments financiers pour soutenir son programme d'investissement, son besoin en renforcement de fonds propres et éviter les risques liés à un surendettement à court terme. Les actes sont pris, la pratique sur le terrain est donc attendue. Je vous le disais en titre, en économie, l'Ivoirien Tidiane Thiam, annoncé à la tête du Crédit Suisse. La banque a annoncé aujourd'hui que son directeur général, l'Américain Brady Dougan, quitterait ses fonctions fin juin après 8 ans aux commandes de la banque. Ce poste devrait revenir à l'actuel patron de l'assureur britannique Prudential plc. Les précisions d'Adama Koné.
La Côte d'Ivoire et partant toute l'Afrique est à l'honneur dans la haute sphère bancaire. L'Ivoirien Tidjane Thiam est à la manœuvre d'une des plus grandes banques du monde, Crédit Suisse. S'il ne prend fonction qu'en fin juin 2015 comme directeur général du géant helvétique, sa nomination a été rendue publique ce mardi 10 mars. À ce stade de sa carrière, Tidjane Thiam donne un autre relief à son CV. C'est que un regard dans le rétroviseur permet d'observer un brillant parcours. Premier Ivoirien à entrer à l'école polytechnique et major de l'école des mines de Paris, il intègre le cabinet de consultants américain McKinsey en 1988. 6 ans après, nous sommes en 1994, il rentre en Côte d'Ivoire et occupe à 32 ans le poste de directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, avant de devenir ministre de la Planification en 1998. Après la crise de Noël 1999, il retourne chez McKinsey en 2002. En 2008, le groupe d'assurance britannique Prudential lui ouvre ses portes. Il est directeur financier. Un an après, il devient PDG de ce grand groupe d'assurance. Star du business au Royaume-Uni, Tidjane Thiam est alors le premier dirigeant noir d'une entreprise cotée au FTSE, l'indice de référence du marché boursier de Londres. En juin prochain, il aura entre les mains la destinée d'une des principales institutions financières mondiales, fondée au milieu du 19e siècle et présente dans 50 pays avec 45 000 collaborateurs. En février dernier, Crédit Suisse déclarait un bénéfice de 1 300 milliards de francs CFA. En décembre 2013, les membres de l'Organisation mondiale du commerce OMC sont convenus en Indonésie d'un accord sur la facilitation des échanges. Cet accord va rentrer en vigueur le 1er août prochain. Il occasionnera un gain de 500 000 milliards de francs CFA à travers la simplification des procédures douanières et la réduction des lourdeurs administratives dans les échanges commerciaux. En vue d'une mise en œuvre efficace de cet accord, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a organisé ce mardi un atelier. Il s'agit d'identifier les mesures affectant le commerce extérieur en Côte d'Ivoire, de proposer des stratégies pour renforcer les capacités des structures chargées de faire la promotion des échanges entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs au Code des procédures pénales ont été adoptés hier en plénière. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe du prisonnier. Aussi, les procédures pénales sont désormais allégées et facilitées, comme le demandent les conventions internationales. Ben Touré, Broléon. L'étape de la commission terminée, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. 3 projets de loi ont retenu l'attention de 223 députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur l'organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Il remplace un test vieux de plus d'un demi-siècle. L'outil de défense qui a été perturbé, qui a été désagrégé par un certain nombre d'événements en Côte d'Ivoire, c'est le moment de faire en sorte que les nouvelles unités qui ont été créées et qui fonctionnaient donc en dehors de 1961, tout cela soit mis dans un cadre juridique. Et c'est l'effort que le président de la République fait pour relever le défi de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres, eux, ont trait au Code pénal et au Code de procédure pénale. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, signataire du traité de Rome, d'aligner sa législation à celle de la Cour pénale internationale, CPI. Conséquence, les juridictions nationales pourront statuer sur les peines dont était seule compétente la CPI. La peine de mort abolie fait désormais place à la prison à vie. Au départ, il y a des peines qui allaient jusqu'à 20 ans, mais des peines graves. Mais on était obligé de s'arrêter à 20 ans par rapport à la peine. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Et ça aussi, ça va faire réfléchir les criminels. Ce sont des lois qui nous ont permis de mettre à jour, de mettre en conformité la loi même, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale en conformité avec la Constitution. Cette plénière pour voter ces 3 projets de loi marque la clôture de la première session extraordinaire de la 2e législature de l'Assemblée nationale, ouverte le 23 février 2015. De l'actualité judiciaire, l'ex-première dame Simone Gbagbo, les généraux Bruno Dogbo-Blé, ex-commandant de la garde républicaine, et Vagba Fossigno, ex-commandant de la marine nationale, condamnés à 20 ans de prison. Le verdict du procès en assises est tombé hier à 1h du matin. Le compte-rendu est signé Hamza Diaby.
20 ans d'emprisonnement avec 10 ans de privation des droits civiques, voilà le verdict prononcé contre Simone Yves Gbagbo ce lundi. L'ex-première dame, tout comme Dogbo Blé Bruno et Vagba Fosinho, est reconnue coupable d'attentats contre l'autorité de l'État, de troubles à l'ordre public et de participation à un mouvement insurrectionnel. Dakourita Blé Philippe, Aboudraman Sangaré et Michel Gbagbo écopent, eux, de 5 ans d'emprisonnement avec 5 ans de privation. Afin Guessan, lui, prend 18 mois avec sursis. Il a déjà purgé sa peine, il est donc libre. Le verdict satisfait les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3000 victimes en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit lors des plaidoiries, on a même brûlé des gens, des personnes vivantes. Donc pour cette seule raison, je crois que l'État de Côte d'Ivoire que nous représentons, nous sommes satisfaits des décisions rendues. Parce qu'au moins, on a soigné l'impunité en Côte d'Ivoire ne doit plus continuer. Gilbert Akengbo, Christine Adjobi, Alcide Djedje et Daniel Boni-Clavry sont condamnés à 24 mois avec sursis. Une quinzaine d'accusés, dont des journalistes, ont été acquittés purement et simplement. Les avocats de la défense entendent se pourvoir en cassation. Sur quoi repose cette condamnation de 20 ans? C'est ce que nous n'acceptons pas. Nous ne pouvons pas apprécier cette condamnation. Nous allons nous pourvoir en cassation. Ils ont donc 5 jours francs pour le faire. Passé ce délai, ils ne seraient plus recevables. Après 9 heures de délibération suite à la prise de parole de chacun des accusés, le procès a pris fin à 1h30 du matin. Cette journée marque la fin d'un procès qui a démarré le 26 décembre dernier avec 79 personnes dans le box des accusés. 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts sont exigés par la partie civile, toute chose que conteste la défense. Hier, la mise en œuvre du déblocage des salaires de la fonction publique était au cœur d'une rencontre entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et les représentants de tous les syndicats du secteur éducation-formation ainsi que ceux du secteur santé, où on en est avec la mise en œuvre du déblocage de ces salaires qui devrait être appliqué depuis le mois de janvier 2015. Élément de réponse avec Moussa Koulibaly et Christelle Menat. La mise en œuvre du déblocage des salaires au cœur des discussions entre les syndicats et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Cette revalorisation des salaires qui aurait dû être appliquée depuis le mois de janvier 2015 connaît un retard. Les fonctionnaires du secteur de l'éducation, formation et de la santé sont inquiets. Le ministre Cissé Bakongo, lors de la rencontre à son cabinet, s'est voulu rassurant. La décision du président de la République sera appliquée. Il ne s'agit pas de débloquer de façon linéaire, uniforme, tous les salaires. Ceux qui ont été recrutés en 2013 ne vont pas attendre un déblocage depuis 1988. Ceux qui ont été avancés également ne vont pas attendre un déblocage qui commence avant leur avancement. Il faut donc faire en sorte que le déblocage soit une mesure qui s'applique de la manière la plus équitable possible à tous les fonctionnaires concernés. Des explications qui convainquent les différents syndicats. Ils ont décidé d'accorder du temps à la négociation. On n'a pas eu de satisfaction, mais tout de même, dès l'instant où le débat s'ouvre, nous pensons qu'au fur et à mesure, on trouvera des points d'ancrage. Les agents de santé sont prévus dans ce déblocage de l'année 2015. Seulement la date de début et les modalités n'ont pas pu être communiquées. Donc nous attendons sur cette question des informations pour rassurer les uns les autres. L'essentiel des préoccupations ayant été prises en compte, les syndicats sont repartis assurés qu'une date de paiement leur sera communiquée après le 13 mars 2015. Le séminaire portant sur la présentation du rapport d'étude d'un plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, a refermé ses portes hier soir ici à Abidjan. Le résultat de la phase 1 de l'étude commanditée par le gouvernement ivoirien a mis en lumière les potentialités et faiblesses de l'économie du pays. La restitution de la première phase des travaux a permis de corriger certaines approches de la problématique et lancer la phase 2 de l'étude qui en relèvera les perspectives. Alexis Ouedraogo. Atteindre l'émergence de façon pratique nécessite une méthodologie. Pour l'établir, l'État de Côte d'Ivoire et l'OCDE ont initié des études avec pour objectif de définir un plan stratégique Côte d'Ivoire émergente en 2020.
Lancée en septembre 2014, la première phase a consisté à établir le diagnostic des obstacles et autres moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un échange entre experts, un échange entre techniciens pour pouvoir bâtir le meilleur scénario possible pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. La seconde phase, en cours jusqu'à la mi-novembre, consistera à mesurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui a souhaité que l'OCDE procède à l'examen multidimensionnel de son économie. Nous avons déjà fait l'esquisse d'ailleurs de cette deuxième phase pour voir quels sont les moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire et également quelles sont les voies et moyens pour que les Ivoiriens puissent profiter de la forte croissance actuellement en cours. Des examens similaires, il faut le souligner, sont en cours en Birmanie, aux Philippines et en Uruguay. En politique, le Rassemblement des Républicains prévoit de tenir un congrès extraordinaire. L'enjeu est de désigner le président Ouattara comme son candidat à la prochaine présidentielle. Ce congrès extraordinaire, convoqué par le bureau politique, se tiendra le dimanche 22 mars au Palais des Sports de Treichville. Maïsako. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les militants du Rassemblement des Républicains ont répondu présents à la réunion extraordinaire du bureau politique de ce parti. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général par intérim Amadou Soumoro, est soldée par la lecture d'un communiqué final. Le bureau politique constate avec satisfaction que depuis son accession à la magistrature suprême, dans les conditions particulièrement difficiles, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en œuvre avec succès le programme Vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire nouvelle. En effet, la paix et la sécurité sont rétablies sur toute l'étendue du territoire national avec un indice de sécurité qui est passé de 4 à 1,2. Le processus de réconciliation nationale est mené de façon volontariste, pratique et hardie. Fort de ces succès, les partis alliés du RHDP ont décidé de renouveler leur confiance au président Alassane Ouattara. Considérant le bilan exceptionnel du président Alassane Ouattara, président de la République, le bureau politique, conformément à l'article 18 des statuts, décide de convoquer un congrès extraordinaire le dimanche 22 mars 2015 au Palais des Sports de Treichville pour désigner le docteur Alassane Ouattara comme candidat du RDR à l'élection présidentielle de 2015. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumoro, a fait le tour de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire avant d'appeler les militants à la mobilisation pour la réussite du congrès. La mécanisation de l'agriculture, principalement de la filière riz, reste une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Pour y arriver, l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T viennent de signer un partenariat, un accord qui engage les deux structures à mettre en place des technologies adaptées à la culture, le séchage, la transformation et la valorisation du riz en milieu paysan. Ces technologies permettront également d'augmenter la production de riz de 1 350 000 tonnes, actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016, et rendre ainsi la Côte d'Ivoire autosuffisante. Marina Atta, Francis Boifo. Au niveau du champ, au lieu d'utiliser d'abord, on a des motoculteurs qui sont là. Est-ce qu'ils sont adaptés? On peut faire venir des motoculteurs qui ont déjà été utilisés ailleurs. Ces motoculteurs ont besoin d'être adaptés aux conditions d'exploitation ivoiriennes. Quand on a récolté le paddy, il faut le battre, il faut le sécher. Ainsi, une fois c'est battu, c'est séché, il faut envoyer la machine pour décortiquer. Pour toutes ces étapes-là, on a besoin d'une innovation technologique. Voilà qui a motivé la signature de cet accord de partenariat entre l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Il y a des technologies existantes que nous allons très rapidement proposer à l'ONDR en vue d'accélérer la phase d'implémentation de la nouvelle stratégie, en tenant compte des particularités propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre par le développement des technologies dans la filière riz, augmenter la production de 1 350 000 tonnes actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016 et répondre à la demande nationale de riz.
Mieux, la Côte d'Ivoire a l'ambition d'exporter du riz local blanchi en 2018.